Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la République romaine pour rencontrer un homme dont la voix a résonné si fort que 2000 ans plus tard, nous entendons encore son écho. Nous parlons du père de la patrie, le grand orateur. Marcus Tullius Cicéron n'était pas seulement un politicien habile ou un avocat brillant. Il fut le pont monumental entre la philosophie grecque et le monde latin. C'est lui qui nous a enseigné que la parole est l'arme la plus puissante de la civilisation et que la politique sans éthique n'est que pure tyrannie. Mais sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille. Ce fut une lutte constante contre la corruption, les conspirations et l'effondrement de tout ce qu'il aimait. Son histoire est la tragédie de l'intelligence confrontée à la force brute des épées. Une leçon qui reste d'actualité aujourd'hui. De ses discours incendiaires au Sénat à ses lettres intimes écrites en exil, Cicéron nous a légué une carte du devoir moral. Comment devons-nous agir quand tout s'écroule? Que signifie être citoyen en temps de crise? C'est la grande question d'aujourd'hui. Alors préparez-vous. Nous allons déconstruire sa rhétorique, sa philosophie du devoir et sa défense suicidaire de la liberté. Nous allons comprendre pourquoi, sans Cicéron, la Renaissance et les Lumières telles que nous les connaissons n'auraient peut-être jamais existé. Avant de commencer, un bref commentaire. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle afin de générer les images que vous voyez. Considérez-les comme un canevas, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour laisser s'envoler votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Cicéron, il faut se situer au 1er siècle avant Jésus-Christ. Rome n'était plus une petite cité-État, mais un empire colossal qui se dévorait lui-même. La République, ce système de contre-pouvoir, se fissurait sous l'ambition des généraux. Né à Arpino en l'an 106 avant Jésus-Christ, Cicéron ne venait pas de la noblesse romaine traditionnelle. C'était un homme nouveau, un homo novus. Cela signifiait qu'il n'avait pas d'ancêtre consul. Il devait gagner sa place non par son nom, mais par son pur talent. Son arme de prédilection fut l'oratoire. À Rome, pour obtenir le pouvoir sans armée, il fallait dominer le forum. Cicéron comprit que la rhétorique n'était pas seulement l'art de bien parler, mais l'architecture de la persuasion. Il étudia le droit et la philosophie avec une voracité inégalée. Il voyagea en Grèce, berceau du savoir, pour perfectionner son style. Là-bas, il s'imprégna des écoles philosophiques qui allaient définir sa pensée. Il ne se lia pas à une seule doctrine. Il fut un éclectique, tirant le meilleur de chaque école pour l'adapter à la réalité romaine. De retour à Rome, il commença son ascension. Sa carrière décolla véritablement avec le procès contre Vérès, un gouverneur corrompu qui avait pillé la Sicile. Cicéron, contre toute attente, terrassa la défense grâce à une accumulation de preuves et une éloquence dévastatrice. Ce triomphe le propulsa. Il gravit un à un les échelons du cursus honorum, la carrière politique, jusqu'au sommet. En l'an 63 avant Jésus-Christ, il fut élu consul, la plus haute fonction, le premier homme nouveau à y parvenir en 30 ans. Mais son consulat fut un cauchemar. Il découvrit la conjuration de Catilina, une tentative de coup d'État pour renverser la République et incendier Rome. Cicéron agit d'une main de fer. Ses discours contre Catilina sont légendaires pour leur fureur et leur précision. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?» Par ces mots, Cicéron ne se contentait pas d'accuser un traître, il mobilisait toute la machine de l'État pour se défendre. Ce fut son moment de gloire suprême. Pourtant, la gloire à Rome est éphémère. En faisant exécuter les conjurés sans un procès formel complet, Cicéron se fit des ennemis puissants. Des années plus tard, il serait exilé. Imaginez la douleur, le sauveur de Rome expulsé de la ville qu'il aimait tant. C'est durant ces périodes d'exil et de retraite forcée, quand la politique lui fermait ses portes, que Cicéron se tourna vers l'écriture. S'il ne pouvait sauver Rome par ses discours au Sénat, il la sauverait en l'éduquant par des livres de philosophie. C'est ici que commence son véritable héritage intellectuel. Cicéron s'attela à une tâche titanesque, créer un vocabulaire philosophique en latin. Des termes que nous utilisons aujourd'hui comme qualité, moralité ou individu furent forgés ou adaptés par lui pour traduire les concepts grecs complexes. Il nous a donné les mots pour penser. Analysons d'abord sa vision de la rhétorique. Pour Cicéron, l'art oratoire n'est pas un tour de passe-passe. Dans son œuvre de orator, il soutient que l'orateur idéal n'est pas un beau parleur, mais un sage. Il doit connaître l'histoire, la loi et l'éthique. La forme sans le fond est dangereuse. Il unit la philosophie à l'éloquence. Il disait que la sagesse sans éloquence est peu utile aux États, mais que l'éloquence sans sagesse est, en général, tout à fait néfaste. C'est un avertissement qui résonne avec force à notre époque de démagogues. Le bon orateur, selon Cicéron, a 3 devoirs. Prouver la vérité de ce qu'il dit, plaire à l'auditoire et émouvoir les cœurs. Prouver, plaire, émouvoir,
C'est la trinité d'une communication efficace que l'on enseigne encore de nos jours. Passons maintenant à sa philosophie politique. Cicéron a écrit La République et des lois, s'inspirant de Platon mais avec une touche très romaine. Il ne cherchait pas une utopie idéale dans les nuages, mais le meilleur système possible pour des hommes réels, de chair et d'os. Il défendait la constitution mixte. Il croyait que la meilleure forme de gouvernement combinait des éléments de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. À Rome, cela correspondait au consul, au Sénat et au peuple. L'équilibre était la clé pour éviter la tyrannie. Pour Cicéron, la République est la chose du peuple, res publica. Mais il définissait le peuple non comme une foule quelconque, mais comme une association fondée sur le respect de la loi et l'intérêt commun. Sans loi, il n'y a pas de peuple, seulement une masse chaotique. C'est ici qu'intervient son concept de loi naturelle. Cicéron affirmait qu'il existe une loi suprême, antérieure à tout code écrit, qui naît de la nature rationnelle humaine elle-même. Elle est éternelle et immuable. Aucun sénat, aucun tyran ne peut annuler la loi naturelle. Cette idée est révolutionnaire. Elle signifie qu'il y a des droits que nous possédons par le simple fait d'être humains et non parce que l'État nous les accorde. Si une loi humaine contredit la nature et la justice, alors c'est une loi injuste et corrompue. Plongeons maintenant dans son éthique, sans doute sa contribution la plus durable. Son chef-d'œuvre dans ce domaine est le De Officiis, ou Traité des devoirs. Il l'a écrit sous forme de lettre à son fils Marcus, qui étudiait à Athènes et qui, semble-t-il, ne se comportait pas très bien. Dans le Traité des devoirs, Cicéron aborde le conflit entre l'honestum, ce qui est moralement juste, et l'utile, ce qui nous profite ou nous donne un avantage. Que faisons-nous quand être honnête nous coûte de l'argent ou du pouvoir? C'est le carrefour éthique. Sa réponse est tranchante, il ne peut y avoir de conflit réel. Ce qui est moralement incorrect ne peut jamais être véritablement utile. Si vous gagnez du pouvoir en mentant, vous blessez votre âme et la société. Et ce dommage est pire que n'importe quelle perte financière. Cicéron nous parle de 4 vertus cardinales qui guident le devoir: la sagesse, la justice, la force et la tempérance. Mais il met un accent particulier sur la justice et la bienfaisance qui consiste à faire le bien autour de soi. Il a écrit cette phrase magnifique: « Nous ne sommes pas nés pour nous-mêmes seulement. Notre patrie, nos amis, réclament leur part de notre naissance. Nous sommes des êtres sociaux par nature et notre devoir est de servir la communauté humaine. » Cette idée de l'humanisme cicéronien fut vitale. Il a inventé le terme humanitas, qui ne signifie pas seulement l'humanité biologique, mais la culture, l'éducation, la bienveillance et la décence morale. Être humain est un idéal que l'on cultive, pas seulement un état biologique. Il est fascinant de noter à quel point saint Augustin et d'autres pères de l'Église aimaient Cicéron. Bien qu'il fût païen, son éthique du devoir et de la loi naturelle s'accordait si bien avec le christianisme qu'il le considérait comme une âme noble, presque un chrétien avant le Christ. Mais revenons à l'histoire, car la fin de Cicéron est digne d'un film. Après l'assassinat de Jules César, Rome sombra dans le chaos. Cicéron pensa que la République pouvait être restaurée. Il fit une erreur tragique en sous-estimant Marc-Antoine. Cicéron, déjà âgé, revint dans l'arène politique avec un courage suicidaire. Il prononça les Philippiques, une série de 14 discours attaquant Marc-Antoine, le traitant de tyran et d'ivrogne. Il brûla tous ses vaisseaux. Il savait qu'il jouait sa vie. Quand Marc-Antoine forma le second triumvirat avec Octave, le futur empereur Auguste, ils scellèrent une liste de proscrits, des ennemis de l'État qui devaient mourir. Le nom de Cicéron figurait tout en haut de cette liste. Il tenta de fuir, mais son destin était scellé. Le 7 décembre de l'an 43 avant Jésus-Christ, les soldats le rattrapèrent dans sa villa. On raconte qu'il ordonna à ses esclaves de poser sa litière et offrit son cou à l'épée avec une dignité stoïque. La brutalité qui suivit est effroyable. Marc-Antoine ordonna qu'on lui coupe la tête et les mains. Ces mains qui avaient écrit des milliers de pages de sagesse et cette tête qui avait pensé la République furent clouées sur la tribune du Forum. Le message était clair, l'ère de la parole et de la persuasion était terminée. L'ère de la force brute et de l'Empire commençait. La République est morte avec Cicéron, mais ironiquement, sa mort a assuré son immortalité. Parlons de son héritage. Durant le Moyen-Âge, Cicéron fut vénéré, mais c'est à la Renaissance que la fièvre cicéronienne explosa. Pétrarque, en découvrant ses lettres perdues, eut l'impression de parler à un ami vivant. Cicéron a réveillé l'Europe. Son style latin devint le modèle absolu de perfection. Pendant des siècles, apprendre à écrire signifiait apprendre à imiter Cicéron. Ses phrases équilibrées, rythmées et complexes ont façonné la prose des langues européennes. Mais au-delà du style, pensons à ses idées sur l'amitié. Dans son traité de Amicitia, il nous dit que l'amitié ne peut exister qu'entre des gens de bien. L'amitié basée sur l'intérêt n'est pas de l'amitié, c'est du commerce. Pour Cicéron, un ami est un autre soi-même. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler comme si vous vous parliez à vous-même.
Dans un monde d'alliances politiques traîtresses, il valorisait la loyauté personnelle comme un trésor sacré. Il a aussi réfléchi sur la vieillesse dans De Senectute. Loin de la voir comme une déchéance, il la défend comme l'étape de l'autorité et de la sagesse. Il dit que les grandes choses ne se font pas par la force ou la rapidité, mais par le conseil et le caractère. Il est intéressant de voir comment Cicéron aborde la peur de la mort. En bon éclectique aux influences platoniciennes, il soutient que la mort est soit la fin de toute sensation, ce qui est comme un sommeil profond, soit le passage vers une vie meilleure. Dans les deux cas, il ne faut pas craindre. Cependant, Cicéron n'était pas parfait. Ses détracteurs, anciens comme modernes, le taxent de vanité. Il adorait être loué. Sa correspondance révèle un homme inquiet, qui changeait parfois d'avis selon la direction du vent politique. Mais cette humanité, ses doutes et ses peurs sont ce qui le rend si proche. Ce n'est pas une statue de marbre froid. C'est un homme qui hésite, qui souffre de la mort de sa fille Tullia, qui se désespère quand il perd sa liberté. Il est profondément humain. Revenons à son concept de devoir. Cicéron insiste sur le fait que le service public est la vocation la plus noble. À l'inverse des épicuriens qui recommandèrent de se retirer dans son jardin et d'éviter les ennuis, Cicéron exige l'action. La vertu réside dans l'action. Cet appel à l'action civique a inspiré les pères fondateurs des États-Unis. John Adams et Thomas Jefferson lisaient Cicéron. L'idée que la liberté exige une vigilance éternelle et une vertu citoyenne est du pur jus cicéronien. Cicéron nous met en garde contre les dangers de la démagogie. Quand un leader promet tout au peuple en contournant les lois, il pave le chemin de l'esclavage. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est d'être esclave de la loi pour ne pas être esclave des hommes. Sa vision de l'univers mérite aussi d'être mentionnée. Dans Le songe de Scipion, qui fait partie de sa République, il décrit une vision cosmique où la Terre n'est qu'un point insignifiant. Cela nous enseigne l'humilité. La gloire humaine est dérisoire face à l'éternité. Mais même si nous sommes petits, nous possédons une étincelle divine, la raison. Cicéron croit fermement en la dignité humaine. Nous sommes les seuls êtres capables de comprendre l'ordre du cosmos et de le répliquer dans nos cités par la justice. Approfondissons un peu son système philosophique. Cicéron était un sceptique académique. Cela ne signifie pas qu'il ne croyait en rien, mais qu'il pensait que la vérité absolue est difficile à atteindre. Nous devons chercher le plus probable, le vraisemblable. Cette humilité épistémologique est la clé de la tolérance. Si personne ne possède la vérité absolue, nous devons débattre. Le Sénat était le lieu de ce débat. Quand le débat est remplacé par la violence, la société meurt. Cicéron a également transformé la langue latine. Avant lui, le latin était une langue rude, de paysans et de soldats. Il l'a rendue flexible, capable d'exprimer des nuances abstraites et des émotions subtiles. Il fut l'architecte de l'idiome. Imaginez l'impact. Sans le latin philosophique de Cicéron, nous n'aurions pas le langage théologique du Moyen-Âge ni le langage scientifique de la Renaissance. Les mots que nous utilisons pour penser aujourd'hui portent son ADN. Un aspect curieux est sa relation avec la religion. Cicéron était augure, un prêtre officiel. Bien que philosophiquement il ait eu des doutes sur les mythes, il défendait la religion traditionnelle comme un pilier de stabilité sociale et de cohésion de l'État. Pour lui, la pietas, le devoir religieux, faisait partie du patriotisme. Il ne s'agissait pas de foi aveugle, mais de maintenir les rites qui unissaient la communauté. La religion était une institution politique au sens le plus noble du terme. Cela dit, quelle est la critique la plus forte à son égard? Certains disent qu'il fut un conservateur défendant les privilèges des riches, que sa république idéale était une oligarchie déguisée. Il y a une part de vérité là-dedans. Cicéron craignait la foule incontrôlée. Il défendait la concordia ordinum, la concorde des ordres. Il voulait que les sénateurs et les chevaliers, la classe des affaires, s'unissent pour maintenir l'ordre. Mais il oubliait souvent les besoins réels de la plèbe affamée. Cependant, le juger uniquement sur ce point serait injuste. À son époque, l'alternative à l'ordre sénatorial était constituée par les chefs militaires qui promettaient du pain en échange de la liberté absolue. Cicéron a vu que ce chemin menait à la dictature permanente. Et il avait raison. Après sa mort, Rome a connu la paix, certes, la Pax Romana. Mais elle a perdu sa liberté politique pour toujours. Les citoyens sont devenus des sujets. Le rêve d'une république d'égaux s'est évanoui. Cicéron représente la résistance de l'intelligence civile face au pouvoir militaire. C'est l'archétype de l'intellectuel en politique. Parfois inefficace, parfois vaniteux, mais toujours nécessaire en tant que conscience morale de la nation. Ses lettres sont un trésor à part. Contrairement à ses discours polis, dans ses lettres à son ami Atticus, nous voyons l'homme à nu. Il se plaint, cancane, plaisante, pleure. C'est l'un des registres psychologiques les plus complets de l'Antiquité. Dans une lettre, il écrit « Si tu as un jardin et une bibliothèque, tu as tout ce qu'il te faut ». Cette phrase a été la consolation des intellectuels pendant des siècles. Elle nous rappelle que le vrai bonheur est simple et cultivé. Mais Cicéron n'a pas pu rester dans son jardin. Son sens du devoir l'a entraîné maintes fois vers le danger. Il ne pouvait pas voir Rome brûler sans rien faire.
Cette incapacité à rester indifférent est sa plus grande vertu. Pensons à son influence sur le barreau. Cicéron a établi le standard de la défense légale. L'idée que tout accusé mérite une défense vigoureuse et l'usage de la rhétorique pour démonter les accusations sont les piliers du droit moderne. Sa technique de la refutatio, qui consiste à anticiper les arguments de l'adversaire pour les détruire avant qu'il ne les utilise, est toujours enseignée dans les facultés de droit. Il était un maître de la psychologie du jury. Il nous a aussi appris l'usage de l'humour. Cicéron était célèbre pour ses blagues et ses sarcasmes au Sénat. Il savait que le rire peut détruire un argument pompeux plus vite que la logique. L'humour comme arme politique. Mais son humour était parfois cruel et lui a valu des ennemis. C'est une leçon sur le pouvoir et le danger de la parole acérée. En politique, humilier l'adversaire peut être plus dangereux que de le vaincre. Vers la fin de sa vie, Cicéron a écrit sur la nature des dieux. Il explore les visions stoïciennes et épicuriennes. Bien que sceptique, il conclut que la croyance en une providence divine est nécessaire pour donner un sens à l'ordre du monde. Sa vie de famille fut aussi complexe. Il a divorcé de sa femme Terentia après des décennies de mariage pour des problèmes financiers. Sa relation avec sa fille Tullia était d'un amour profond. Sa mort l'a anéanti. Cicéron connaissait la douleur intime. Il a écrit un traité sur la consolation pour guérir sa propre peine. Il s'est perdu dans l'histoire, mais nous savons qu'il a tenté de rationaliser la tristesse. Il a cherché dans la philosophie le remède pour l'âme blessée. C'est ce qui rend Cicéron éternel. Ce n'est pas seulement un politicien romain. C'est l'être humain universel tentant de naviguer dans le chaos de la vie avec la boussole de la raison. Ces problèmes sont les nôtres: corruption, deuil, devoir, vieillesse. Quand nous lisons Cicéron aujourd'hui, nous sentons qu'il nous parle directement. Sa prose a un rythme, une musique qui captive. Il disait que le rythme dans le discours est comme le battement du cœur, essentiel à la vie de l'argument. Dans ces derniers jours, sachant que la mort approchait, il a dit une phrase qui résume son attitude. « Je ne déserterai pas dans ma vieillesse la République que j'ai défendue dans ma jeunesse. » La cohérence jusqu'au bout. Cicéron fut le dernier grand défenseur d'une forme de gouvernement libre dans l'Antiquité. Après lui, le monde occidental attendrait 1800 ans avant de tenter sérieusement à nouveau la démocratie républicaine. Son assassinat marqua l'éclipse de la liberté d'expression. Auguste a laissé faire son meurtre, mais des années plus tard, il trouva son petit-fils en train de lire Cicéron. L'enfant cacha le livre, effrayé. Auguste le prit, lut un moment et le lui rendit en disant « Un savant, mon enfant, un savant et un patriote. » Même son bourreau a dû le reconnaître. On ne peut pas tuer les idées en coupant une tête. Les paroles de Cicéron ont volé plus loin que les aigles des légions romaines. Aujourd'hui, dans nos démocraties modernes, chaque fois que nous parlons de droits inaliénables, de séparation des pouvoirs, de l'importance de l'éducation civique, nous citons Cicéron sans le savoir. Il nous a laissé cet avertissement. La liberté ne se maintient pas toute seule. Elle exige de la vertu, elle exige du courage. Elle exige des citoyens qui placent le bien commun au-dessus du profit personnel. Si nous oublions cela, nous perdons la République. Marcus Tullius Cicéron n'était pas un saint. Il était ambitieux, parfois arrogant, mais c'était un homme qui croyait au pouvoir de la raison contre la barbarie. Et dans un monde qui semble souvent redevenir barbare, sa lumière est plus nécessaire que jamais. Alors, la prochaine fois que vous écouterez un discours politique, analysez-le. Cherche-t-il la vérité ou seulement l'applaudissement? Appelle-t-il à la raison ou à la haine? Utilisez le filtre de Cicéron. Soyez des citoyens critiques. C'est la meilleure façon de lui rendre hommage. Nous avons parcouru sa vie, du jeune étudiant en Grèce au martyr sur la plage de Formie. Nous avons vu ses idées sur la loi, le devoir et l'amitié. J'espère que ce voyage a allumé en vous une étincelle de curiosité pour ce géant. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, la parole est sacrée. C'est ce qui nous rend humains. Utilisons-la pour construire, pour unir et pour défendre la vérité. Tout comme il a essayé de le faire. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse profonde. L'histoire de la philosophie est immense et passionnante, et Cicéron n'est qu'un chapitre, mais un chapitre doré et indispensable. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, s'il vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne et de nous permettre de continuer à porter les grandes idées sur vos écrans. Quelle idée de Cicéron vous a le plus marqué? La loi naturelle? Le devoir civique? Sa vision de l'amitié? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions. Je suis votre guide dans cette agora numérique. Gardez l'esprit affûté et le cœur curieux. À la prochaine, chercheurs de vérité.